Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 2, l'émission mensuelle sur tous les sports moto. Qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Dans cette seconde émission, après un rapide débrief des dernières 24 heures du Mans, en compagnie de Thierry Tracan, direction la montagne avec la découverte des incroyables courses de côte. Paul Lefebvre, comédien la semaine et pilote le week-end, nous embarque pour ses compétitions en altitude. Jean-Claude Mousset, plusieurs fois vainqueur de l'Enduropal du Touquet, est maintenant organisateur de courses sur sable. Il nous raconte son parcours. Émilie Bondy, jeune pilote à la progression fulgurante, nous brosse les contours d'une nouvelle compétition à laquelle elle va participer en 2024, le championnat du monde féminin de vitesse. Pour la partie technique, Mathieu Rézé de chez Motul évoque la révolution dans nos moteurs avec les huiles de base régénérées. Notre envoyé spécial Blandine Capelier nous fait découvrir ce mois-ci les coulisses d'une course d'endurance. Et enfin, côté musique, Christophe Guyot, team manager du team GMT 94, évoque quant à lui, et de chez lui, sa passion pour les guitares. Avec nous Pascal Tomec de Motul. Salut Pascal. Salut David. Ça va bien? Ouais, presque. Je vais te parler de ton record qui n'est toujours pas tombé. Avec nous également Thierry Tracan, rédacteur en chef de GP Racing et de Moto Revue, ou de Moto Revue et de GP Racing, comme tu préfères. C'est dans l'ordre que tu veux, mais plutôt Moto Revue, GP Racing. Bonjour David. Petite info Pascal sur ton record qui n'est officiellement toujours pas tombé. Personne ne nous a apporté les preuves d'avoir dépassé 65 000 km à moto. D'ailleurs, on attend les tiennes. Moi j'ai une preuve. Parce qu'une fois, j'ai été pris en excès de vitesse. J'ai été obligé de montrer au procureur de la République que je faisais effectivement plus de 60 000 km par an. Et quand je lui ai montré cette preuve, au lieu d'avoir 4 mois de retrait, j'ai eu 5 mois de retrait de permis. J'ai eu 1 mois supplémentaire. C'est efficace. Oui, parce que Oui, c'est un copain. C'est un ami de Thierry Tracan. Avec nous également Blandine Capelier, notre envoyé spécial sur tous les grands événements moto. Et le grand événement moto de ces derniers jours, c'était la 47e édition des 24 heures moto. On retrouve Blandine dans le paddock du Mans. Allez, salut à tous. Aujourd'hui, pour la deuxième émission de Power Sport News, nous sommes aux 24 heures moto qui se déroulent ce week-end. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas le côté piste, on a l'habitude de voir, mais plutôt ce qu'il y a tout derrière, l'envers du décor. A tout de suite. Pascal, on avait abordé le Moto Ball la dernière fois. Et entre la dernière émission et celle-ci, tu t'es rendu sur une épreuve, sur un match. Oui, je ne savais pas quoi faire. J'étais au championnat de France Superbike un samedi et on m'a dit il y a le Motoball à Neuville-du-Poitou. Donc tu étais au championnat de France Superbike, oui. tu es allé voir le match. Du Mans, je suis allé voir le match à Neuville-de-Poitou. Je ne suis pas arrivé spécialement de bonne heure, mais j'ai constaté un match de Motoball. Déjà les spectateurs, il y avait 4800 spectateurs autour du stade de foot. Et j'ai jamais vu des gens utiliser des 2,5 gaz-gaz comme ça. C'est la première fois que je vois des gens prendre des vitesses aussi folles, avec une balle qui circule d'un type à l'autre. C'était exceptionnel. Tu recommandes? Vraiment. Alors ce week-end, il y avait encore plus de spectateurs qu'au Motoball de Neuville-de-Poitou. Il y avait 77 000 spectateurs à la course du Mans. Les 24 heures moto se sont déroulées sur le circuit Bugatti, évidemment. Et c'était la 47e édition. On a avec nous la moto victorieuse en Superstock, dans la catégorie Superstock. La moto de National Moto, Stéphane Haddad. C'est fabuleux ce qu'ils font. Bah ouais, c'est vraiment une super belle course. Encore une fois, ils terminent 5e, donc 5e au général, premier dans leur catégorie. C'est quand même une moto qui est complètement différente d'une moto 2WC. Et finalement, on se dit, avec une préparation moindre, il termine à 17 tours après 24 heures de course. Donc, c'est rien, quoi. Ça, c'est une moto. Elle peut sortir de concession. Le moteur, c'est le même. Hein. Ouais, d'accord. Le moteur, c'est le même. Les suspensions, là, sont modifiées, mais il n'y a pas, encore une fois, un travail de fou. Une moto 2WC, pardon, c'est des motos qui coûtent 200 250 000 euros. Là, on est sur une moto toute préparée. Je pense qu'à 40 000 euros, on fait la course et voilà, quoi. Et puis, c'est souvent
c'est des concessionnaires. Ouais. Ah oui, bah là, National c'est National Moto, Le Team 33, Louis Moto avec la Kawasaki. Ouais, Systématiquement, RAC 41 voilà, aussi, qui est un le RAC concessionnaire 41, Honda. voilà. Ouais. C'est tout le temps le commerce qui s'engage et qui met à disposition de ses clients, à disposition des motards, sa machine. Il mobilise les troupes du magasin, les clients du magasin, les gens suivent. Oui. Il y a énormément de bénévolat et effectivement, on retrouve toutes ces structures avec les concessionnaires. Alors ça c'est pour la catégorie Super Stock avec l'implication de nombreux professionnels, de concessionnaires. La catégorie EWC, tu l'as dit Thierry, c'est la catégorie reine. Là on retrouve des constructeurs, des teams officiels. Tu les connais bien ceux qui ont gagné? Je te laisse annoncer. Ah oui, bah le CERT. Nous, on va retrouver Blandine sur le paddock du Mans, justement, avant de parler de course de côte. Nous sommes en bord de piste, plus précisément au virage 12, surnommé le deuxième S bleu. Et je suis avec Fredo, qui est chef d'intervention. En tant que commissaire, Fredo, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais ici ? Notre rôle principal, c'est en cas d'une chute, donc aider le pilote à relever la moto, la dégager si elle ne peut pas partir et le mettre en sécurité au plus vite. Aujourd'hui, tu es commissaire, chef d'intervention. En dehors de la course, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu travailles ? Tu as un autre métier ? Tu es quoi ? Tu es bénévole ? On est tous bénévoles, donc moi je suis à la retraite, mais beaucoup travaillent. Donc ils viennent quand ils peuvent le vendredi ou dans la semaine et repartent souvent le dimanche soir pour retourner au travail le lundi. Donc c'est assez prenant, mais c'est une passion. Voilà, on est tous là, c'est une passion, c'est le plaisir d'être entre nous, entre camarades, et puis surtout le plaisir de voir les motos tourner, les courses, et voilà, c'est une passion en fait. Heure du déjeuner, on a faim, direction les Hospitality. L'Hospitality, c'est quoi ? C'est un lieu de vie pour les teams, les pilotes et l'ensemble de toutes les équipes. Chacun a la sienne. Et là, tout de suite, on est avec Thierry, dit Momo du team 33 Louis Moto. Momo, on a faim. C'est quoi le menu du jour ? Alors, le menu du jour, on a préparé pour 60 personnes. Donc, à midi, c'est un couscous. Pour tout ce qui est mécanicien, pour toute la tendance. Les pilotes, à midi, c'est riz, pâtes et blanc de poulet. Donc les pilotes ont un régime particulier ? Ils ont un menu spécial pour à partir de mercredi jusqu'au dimanche. Toi, dans la vie, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es cuisinier ? Tu travailles pour le team à temps plein ? C'est quoi ton métier ? Alors, mon métier, c'est cuisinier. Je travaille à Nevers, à la cuisine des saveurs. Donc, c'est une cuisine collective. On fait 2300, voire 3000 repas par jour. Et quoi dire encore ? Je m'occupe du club de boxe française à Nevers. Et ouais, j'ai plein de choses à faire. Plein de cordes à ton arc. Oui. Et là, pour le team, tu es quoi ? Tu es bénévole ? Ça fait 23 ans que je suis bénévole pour le Team 33. Ça, c'est une belle histoire. Longue histoire qui va encore durer, j'espère. On l'espère aussi. Allez hop, on passe à table. Allez, on y va. Nous accueillons sur le plateau de Power Sport News Paul Lefebvre. Salut Paul. Salut, bonjour. Salut Paul. Pascal, je te présente Paul, un spécialiste de la course de côte. On la voit sur nos écrans derrière nous, sur le magnifique plateau des éditions La Rivière. Paul, toi, tu t'inscris cette année pour ta combienième de saison, comme on dit ? Ça sera ma 3e saison. Troisième Voilà, saison. merci en pour course de le côte. spécialiste, je suis flatté, mais non, c'est ma 3e saison. Au bout de 3 saisons, quand on survit à la course de côte, c'est dangereux la course de côte, Paul ? Il y a une part de risque, oui, qui est un petit peu plus importante qu'en circuit, mais c'est aussi ce qui fait le charme de la course de côte, je pense, et des courses sur route en général. Alors Paul, pourquoi de la course de côte ? Moi, j'étais un peu un passionné des courses mythiques comme le Tourist Trophy, Pikes Peak, tout ça. Et bon, quand j'étais jeune et innocent, je voulais faire Pikes Peak. Donc, j'ai tenté de m'inscrire. C'est assez drôle. Et alors ? Ils m'ont dit, non, monsieur, il faut un palmarès. Ce que je dis, oui, alors comment faire pour avoir un palmarès ? Il fallait faire de la course de côte et je me suis inscrit. Et puis, j'ai été piqué, je suis tombé amoureux. Ça, c'est, je dirais, l'extrême.
En France, c'est pas des courses aussi longues, les courses de côte. Non, non, c'est vrai que nous, les pistes, elles oscillent entre 1 et 2 km pour les plus grandes. Ouais, 2,5 km, je crois, la plus grande, la plus longue. Donc forcément, c'est pas aussi long que Pikes Peak. Mais il y a de quoi faire pour s'amuser déjà. Il y a assez de virages. Là, systématiquement, une course de côte, on démarre en bas et on va jusqu'en haut le plus vite possible. Après, le pourcentage de dénivelé, c'est suivant le championnat, mais bon, ça monte pas beaucoup chez nous. D'accord. Quelles sont les catégories, Paul, de la course de côte? Il y a combien de catégories En tout, alors, je ne sais pas combien. Ça va du 25 Power, Open. Ensuite, il y a 25 Power, c'est les petites. C'est les petites jusqu'à 125. Jusqu'à Après, il y a 125. toujours une classification entre 2 temps et 4 temps et l'âge. Parce que les jeunes peuvent commencer à partir de 7 ans, 25 Power en course de côte. Il y a des minots de 7 ans qui font. Des minots qui font la course de côte. Dans la côte, c'est assez impressionnant. 7 ans. Ouais, dès 7 ans. Et ensuite, donc, il y a Super Sport, Super Bike et Quad et Sidecar. Tu disais qu'il y a une sélection pour Pikes Peak, la course de Pikes Peak. Est-ce qu'en championnat de France, il y a une sélection où on accepte tout Non, tout le monde est, tout le monde est accepté. Il faut juste passer, évidemment, avoir une licence et passer le contrôle technique avec sa machine. Ouais, il y a des protections, hein, Paul, sur le bord des routes comme ça, parce que ça reste assez dangereux. Vous atteignez des grosses vitesses quand même sur ces 2 km-là. Les 1000, ça faut voir, c'est hyper impressionnant, ça, une vitesse de passage. Donc oui, il y a quelques courses, il y a encore des bottes de paille. C'est à la fois le charme et le folklore de la côte. Ouais. Mais maintenant, oui, il y a les air fence, tout ça, c'est assez. Vous vous battez qu'avec le chrono. Oui, voilà. Et jamais dans une course de côte, vous partez à 2 ou... Non, ça n'existe pas, ça. Pas en France. Pas en ça France. Existe sur l'Europe. Ils font partir en paquet. Je pense à l'Autriche, par exemple, ça arrive. Je crois que c'est que pour les essais. Ça ne doit pas être pour la course. Mais si je ne dis pas de bêtises. Les ambitions, Paul, c'est quoi sur ce championnat? Là, on arrive sur le championnat 2024. Tu es encore dans la préparation, je crois. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça va venir vite parce que c'est dans 3 semaines maintenant. Mais les ambitions, elles grandissent au fur et à mesure qu'on pratique, hein, évidemment. Donc, c'est vrai que j'ai à cœur de progresser et de viser cette année un top 5, ça serait super. Mais en dehors de faire de la course de côte, tu fais quoi dans la vie? Je suis comédien. D'accord. Je suis comédien. Ouais, on a déjà vu ton visage. Oui, dans Titanic, Braveheart, ce genre de grand film, évidemment. Je ne suis pas méconnu. Donc, non. Ouais, tu joues dans une série, hein, je crois. Je joue dans Scène de ménage sur M6 pour ceux qui regardent. D'accord. Je suis le fils d'un des couples. Et alors les accidents, quand on est comédien comme ça, est-ce que ça met en péril un petit peu ton activité? Ça peut. Alors, je suis pas censé, si je tourne, je suis pas censé faire de moto. C'est dans mon contrat. Ah, c'est dans ton contrat, d'accord. Voilà. Mais c'est bien, je le dis là. Ouais, t'inquiète. C'est vachement intelligent de ma part. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Petit message aux adversaires de Paul. Voilà, si vous voyez que je tourne. Non, ça m'est déjà arrivé. En 2019, j'ai eu une chute et j'ai pas pu honorer la fin d'un tournage. Ah oui. Donc il a fallu que je mente, évidemment, pour. J'ai dit que j'avais glissé dans ma salle de bain. Ça arrive au meilleur. Hein. Je crois que Sébastien Loeb a usé des mêmes stratagèmes. Pareil. Bon, on en connaît d'autres encore. C'est fier d'être comparé à Sébastien Loeb. Voilà. Et ton équipe, t'as qui autour de toi? Ta femme, tes oui, j'ai ma compagne. Non, j'ai que ma compagne qui vient, qui m'aide à changer les pneus, et ce genre de choses. Donc non, on est que tous les deux. Et là, c'est un spectacle, je dirais, qui dépasse le simple cadre de la moto. C'est un spectacle local. Local, voilà, de région. C'est ça. Tu parlais de marche tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de communication locale aussi. Les radios, l'affichage, tout ça. Oui, tout à fait. Et puis les gens viennent, pour eux, ça leur fait quand même ça fait une sortie en famille, mine de rien. C'est un spectacle qui est assez impressionnant à voir et qui est accessible et abordable. Alors abordable, justement, le budget pour faire ça aussi pour vous, les pour la côte, ouais. C'est un budget, moi je vais parler pour moi personnellement, pour l'Open, c'est vrai que ça avoisine, sans compter la moto, pour être à l'aise, c'est 10 000 €. 10 000 € la saison pour faire les choses, avoir des objectifs ça sérieux. Reste abordable pour une compétition de sport mécanique. Bien sûr, ouais. Parce que c'est vrai qu'en termes de pneumatique, de tout ça, c'est moindre qu'un quelqu'un qui va faire du circuit. Avant de se quitter, une
Une petite parenthèse parce qu'on va accueillir bientôt sur ce plateau, juste après toi, Jean-Claude Mousset, spécialiste multiple vainqueur de l'Enduropal du Touquet. Toi, tu y as participé? Oui. Dans des conditions particulières, tout confort. Bien sûr, évidemment. Non, il serait surpris par mon résultat. J'ai dû finir avant-dernier, moi, mais j'ai fini. Très modeste. Non, mais c'est pareil. Ça fait partie un peu, comme Pikes-Peak, l'Enduropal du Touquet, c'est une des grandes courses moi, qui fait rêver plein de gens, et puis moi m'a fait rêver. Et j'ai fait. Tu l'as fini? J'ai fini, j'en ai coché une. Il m'en reste plein à faire. Ouais, le championnat. En tout cas, on va suivre tes résultats, on va suivre de près ce que tu vas faire, Paul. Et puis avec Pascal, on va peut-être s'y rendre. Marchaux, c'est quelle date? Marchaux, c'est 8 et 9 juin, si je ne dis pas de bêtises. 8 et 9 juin. Chanaz, la première, c'est dans 3 semaines. C'est dans 3 semaines, ça démarre 18-19 mai. 18-19 mai. On va suivre Paul Lefebvre, numéro 217. Dans quelle catégorie? Open. Allez, on va suivre ça. Open, numéro 217. La suite des aventures de Blandine, maintenant, aux 24 heures du Mans, c'est maintenant. David, j'ai eu la chance de pénétrer au centre médical des 24 heures moto. Je suis avec Daniel, qui est docteur sur les 24 heures moto et qui va nous expliquer un peu plus ce qui se passe ici. Daniel, bonjour, merci de nous recevoir. Dites-nous en plus. Merci. Donc là, vous êtes effectivement dans le centre médical piste qui s'occupe à la fois des pilotes, des mécanos. On intervient sur la piste, dans les stands, dans les paddocks. Dès qu'on nous signale donc un accident ou un malaise. Voilà, donc on a un panel de compétences qui nous permet de faire des interventions complètes sur les pilotes. Si effectivement le pilote est dans un état plus grave, on le met en condition ici et on le transfère sur les hôpitaux périphériques au Mans. Donc il y a le centre hospitalier du Mans, mais aussi 2 cliniques privées qui peuvent prendre en charge les blessés. Donc quand il s'agit d'un accident sur la piste, on a à notre disposition ce qu'on appelle un véhicule rapide d'intervention. Donc ici, ce sont des véhicules rapides puisque ce sont des Porsche Panamera, effectivement. Plutôt rapides. Voilà, donc ce sont des ambulances, les ambulances les plus rapides pour l'instant que je connaisse. Donc ils sont constitués d'un vrai pilote, bien sûr, d'un médecin et d'infirmiers. Et dans le coffre, donc il y a tous les dispositifs de réanimation qu'on peut trouver dans tous les SAMU. Donc c'est vrai que c'est une équipe de passionnés qui met à disposition ses compétences pour ce sport qui est quand même sympathique. Le piano, je l'ai connu quand j'étais petit, et puis il ne m'a jamais quitté en fait. Dès le départ, j'étais attiré par des compositeurs comme Wagner, Beethoven, enfin tous qui sont du hard rock en fait. Donc s'ils avaient vécu à notre époque, Beethoven, ce serait Iron Maiden, hein. Y a pas, c'est pareil. Entre le classique et le métal, il y a des relations. Oui. Le rock'n'roll s'associe bien à la moto parce qu'il y a la notion de vitesse, de liberté qui vont s'y retrouver. Mais je connais des pilotes moto très rapides. Parfois, je me suis demandé comment ils pouvaient aller aussi vite sans écouter du rock'n'roll. Je pense à feu Rachel Nicode, par exemple, ou Jules Cluzel, qui est hyper rapide et qui n'écoute pas de rock'n'roll, donc ça peut arriver aussi. C'est plutôt de la guitare, mais venue avec des groupes. Trust, Téléphone, Pat Benatar, toutes ces générations, Black Sabbath, AC/DC, sorti en 1974. Et en fait,
c'est parce que j'ai écouté ces musiques que je suis entré dedans complètement que je me suis mis à la guitare. Alors les guitares, la toute première, on peut dire pour laquelle j'ai beaucoup, je suis très attaché, c'est celle-ci, c'est la guitare de Norbert Krief. Quand antisocial, c'est avec ça, c'est avec cette Fender Stratocaster, la Nono. Il faut savoir que Norbert Krief est le seul guitariste français, était le seul guitariste français à avoir une signature, une guitare à son nom, la Nono. C'est celle-ci. Et alors pourquoi j'y suis très attaché? Parce que quand on s'est retrouvé champion du monde d'endurance, la ville d'Ivry a organisé un truc énorme. À Venise-Gosselin, il y avait énormément de monde. Il y a eu une scène, un concert, et je vois sur scène monter Norbert Krief. Ça joue, ça s'arrête, on m'appelle, je monte sur scène, et Norbert Krief m'offre cette guitare. Alors celle d'à côté, ça, c'est une guitare que personne ne connaît, ou très peu. Parce que, bon, après, avec Norbert Krief, on a toujours été proches, on a joué ensemble. Grâce à Nono, j'avais pu jouer avec Trust. C'est la deuxième signature de Norbert Krief. Et donc, Nono m'a offert sa guitare, qui est une prototype. Elle a un son, mais incroyable. Et puis celle-ci. Elle a aussi une histoire incroyable parce que il y a une époque, dans la fin des années 2010, j'allais à peu près une fois peut-être pas tous les mois, mais 6, 7, 8 fois par an, jouer à Hard Rock Café avec diverses formations. Puis un jour, il y a vraiment une présentation d'ailleurs de Nono, Norbert Krief, qui présentait sa Gretsch. Et donc on joue. Il y avait Eric Labati qui était le patron de Gibson, qui était là, et avec le patron de Gibson, on a fait un partenariat, un deal, et il m'a dit écoute, on va faire une guitare GMT 94. Et donc ils ont édité une série de guitares 94. Vous en avez une chez DDMD, chez Murit. Norbert Krief en a une, bien sûr. C'est donc la guitare du GMT 94. Tu m'as demandé de choisir 5 t-shirts, bon, ceux que je préfère. Bon, évidemment, Trust, hein, vous l'aurez compris. Motorhead, j'ai toujours aimé Motorhead. J'ai aussi une moto à ses couleurs. J'ai pu rencontrer Lemmy. C'est un moment pour moi magique. Alors là, on parlait de bol d'or, de musique, évidemment. Que Dieu bénisse le rock'n'roll et le circuit Carole. Ça, c'est un t-shirt que j'aime bien porter. Comment ne pas porter ACDC? Puisqu'on parle de moto, de rock'n'roll, on ne peut pas ne pas parler de liberté. Et ce t-shirt-là, je l'adore. Parce que c'est le titre d'un livre qui s'appelle Nous rêvions tous de liberté, Henri Lovenbruck, qui est motard, écrivain. Et c'est un livre, mais que je vous conseille, pas parce que simplement on y parle de liberté. C'est un super livre. Les 24 heures moto, ce n'est pas que la compétition, c'est également un village avec des exposants. On retrouve du coup Clément. Clément, salut. Salut Blandine, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Alors Clément, cette année, DAFI, vous fêtez vos 50 ans. Explique-nous en quoi c'est important pour vous d'être présent sur Le Mans. Alors nous, on fête effectivement nos 50 ans, DAFI a 50 ans cette année. On est présent aux 24 heures du Mans depuis de nombreuses années. En fait, effectivement, on a un village avec toute une équipe qui est déployée pour apporter du service et des meilleurs produits au meilleur prix à nos clients. Donc voilà, c'est important d'être présent et encore plus pour ces 50 ans, on a pas mal de surprises avec nos clients à fêter, donc c'est sympa, ouais. Je suis toujours dans le village et au stand de Suzuki, qui est-ce que je croise? Damien Saunier. Damien, salut. Tu vas bien? Eh bien bonjour, et ça va super bien, effectivement. Bienvenue au Mans pour les 24 heures moto. Eh bien merci. Alors tu es team manager, mais tu n'as pas que ce rôle au sein du team. Raconte-nous la communication, le lien avec la concession. Waouh, le CERT, c'est effectivement la course avec le Yoshimura CERT Motul, c'est les compés clients avec le CERT Factory Workshop, c'est le CERT classique, et puis également de la communication. On a mis en place une ligne de vêtements, donc
qui est en place dans la boutique de Motopark Suzuki France dans le village. Et du coup, Franck Ardenière et toute son équipe nous a fait quelques portants avec toute la série, toute la ligne de vêtements qu'on a mis en vente là, pas plus tard qu'avant-hier. Donc je suis ravi qu'il nous donne un petit coup de main sur ce projet. Et puis on est content de voir autant de personnes venir dans la boutique. Damien, dernière question. Il paraît que tu connais bien la chanson Gabriel de Johnny. Tu nous fais quelques notes? Alors, c'est pas Gabriel, c'est On m'a trop donné. On m'a trop donné bien avant l'envie, mais ça, je sais très bien d'où ça sort. Je ne vais pas le louper, c'est certain. Hein? Je te connais, toi. Retour sur le plateau de Power Sport News avec Jean-Claude Mousset. Salut Jean-Claude. Bonjour David, bonjour Pascal. Salut Jean-Claude. Pascal, on accueille un multiple vainqueur de l'Enduropal du Touquet et on va parler avec toi Jean-Claude de course de sable. On aimerait en savoir plus sur l'organisation de cette course qui est complètement démesurée. Ça rassemble combien de personnes? C'est un peu une course folle, c'est vrai, on est plus de 1000 pilotes au départ de la principale course. Déjà, mais plus de 1000 pilotes, je crois ça donne sur le week-end, il y a 2500 pilotes qui roulent de plusieurs niveaux, de plusieurs catégories. Aussi bien ça commence chez les jeunes et ça termine par la course phare, l'Enduropal. C'est un événement, Pascal, on y revient tout de suite avec toi Jean-Claude. Pascal, l'Enduropal du Touquet, c'est un événement national majeur, c'est presque plus de 500 000 personnes, rendez-vous compte. Il n'y en a pas beaucoup des événements comme ça en France. C'est exceptionnel, dans le monde même. Je crois que c'est la seule épreuve dans le monde qui réunit autant de monde en termes de spectateurs. N'importe quelle personne pose la question à un pote, tu vas au Touquet, tu es déjà allé au Touquet, viens, on va au Touquet. C'est une fête parce que c'est gratuit. Donc, tu es 500 000 personnes qui viennent regarder une course. C'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est des données, ça. C'est gratuit et puis c'est une course qui s'ouvre au grand public. C'est pas seulement le milieu de la moto, ça touche vraiment tous les publics, tous les genres. Comme dit Pascal, c'est vraiment c'est la sortie du week-end. C'est aussi une période de l'année où on a envie de ressortir les motos. Donc, les premières sorties de moto de route, les premiers rendez-vous, ça se donne à l'enduro. Aujourd'hui, toi, tu travailles. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai toujours eu. Alors moi, je m'occupe d'une autre organisation. C'est l'épreuve de Berck. Donc c'est une épreuve du championnat de France également. C'est le Beach Cross de Berck, qui fait partie du championnat de France des courses de sable. D'accord. Voilà. Okay. Et j'ai repris l'organisation là depuis quelques semaines. Donc revenons. On reviendra sur Berck, mais le Touquet, tu l'as gagné combien de fois? 4 fois. 4 fois quand même. Ouais. Quand même. T'es le meilleur des. Quand on gagne des courses de vitesse, des courses de cross, 30, parfois 40, 1000 plus même. Plus, ouais, mais vous savez, c'est une course qui, on dit souvent, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est une course d'amateurs qui acceptent les professionnels. C'est vraiment l'esprit de cette course. Tout le monde peut le faire. Quelles sont les restrictions? Qui ne peut pas faire le Touquet? C'est ouvert à tout le monde. Demain, venez faire le Touquet, il faut prendre sa licence. Et il faut faire vite, je crois, pour s'inscrire quand même. Ça va très vite, ouais. Les engagements aujourd'hui, ça va vraiment très vite. Ça s'inscrit dans un championnat plus vaste. Alors, un championnat d'abord de France, et puis il y a un championnat plus important. Quoi. Alors, il y a 6 épreuves au niveau du championnat de France. Et puis, depuis un an, il y a une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui est organisée. Donc là, l'ouverture était au Touquet. Alors là, le Touquet, c'est la finale du championnat de France, et c'est le début du championnat du monde. Exactement, oui, tout à fait. Alors, tu nous expliques, les courses, elles ont lieu où en championnat de France? Le championnat de France, l'ouverture, c'est souvent à Berck. Ouais. Donc, c'est à quelques kilomètres du Touquet. C'est ça, c'est une course qui se déroule au mois d'octobre. Okay. C'est l'ouverture des championnats de France. Le calendrier pour la saison prochaine n'est pas encore sorti. C'est quoi les défis à relever quand on organise une course de cet acabit? Alors, je dirais que sur une course de plage, parce que sur les courses de sable, il y a 3 épreuves se déroulent sur une plage. Le Touquet, Berck et Osgore. Donc la différence, c'est qu'on on est en discussion constante, permanente avec la ville. Avec les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, tout à fait, oui. Et les écologistes aussi, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Je sors d'une réunion là, il y a quelques jours où ça s'est, j'ai envie de dire, plutôt bien passé. Où vraiment, il n'y a pas un discours il n'est pas si négatif que ça, le discours. Disons que vous arrivez à communiquer entre gens intelligents. Leur but aujourd'hui, c'est pas de faire arrêter les courses, c'est plutôt de bien les faire, de prendre conscience aussi au niveau des pilotes, de prendre conscience qu'on a tous des choses à faire pour améliorer l'environnement, pour ne pas détériorer
l'épreuve. Budgétairement parlant, c'est un poste important, une organisation de course sur sable. Oui. Par rapport à une course de cross, par exemple. Oui, bien sûr. Après, je sais qu'un championnat de France, si on parle pour la France, un championnat de France élite de motocross coûte relativement cher. Maintenant, oui, nous, la piste, elle est complètement fabriquée. Hein. En 15 jours de temps, on apporte une piste et tout ce qui va autour, quoi. Donc, c'est vraiment... C'est un truc de fou. Ouais, c'est une organisation dingue au niveau de des infrastructures à mettre en place. L'implication de la ville, elle est énorme. Depuis quelques années, il y a 2 marques qui s'affrontent de manière... mais vraiment un affrontement avec les pilotes. C'est frontal. C'est frontal, ouais, tout à fait. Ouais, Yamaha et Honda, Honda et Yamaha. Et puis, et effectivement, ce qui est fabuleux, c'est que ça fait ressortir, je dirais, des recherches de pilotes. Tout le monde n'est pas capable. On prend les meilleurs pilotes de motocross du monde, ils ne gagnent pas le Touquet. Non. La discipline du sable, c'est vraiment une discipline à part entière. Donc, toi qui étais crossman pendant longtemps, ça a mis du temps, donc, bien sûr. Beaucoup de pilotes viennent du motocross, mais il faut se mettre dans l'esprit des courses d'endurance, dans l'esprit des courses de sable pour pouvoir réussir. Justement, nous on a été à la rencontre du team Honda SR, Moto Blues Motul, sur cet Enduropal du Touquet, et on va découvrir un petit peu les coulisses de ce team et le fonctionnement de ce team pour disputer cet Enduropal. Alors, à l'Enduropal du Touquet, comment s'organise un team qui prétend à la victoire comme le team Honda SR? C'est simple, du talent à chaque poste, à commencer par le team manager. Mon rôle, c'est déjà dans un premier temps basique de trouver des partenaires, des gens qui veulent nous suivre, construire une équipe, trouver des bons pilotes et après au final avoir les meilleurs résultats possibles et faire briller les couleurs de nos partenaires. Les partenaires justement permettent financièrement au team d'exister et vérifier en contrepartie sur place que leur marque est bien exposée. S'associer à la gagne de Joss, quand ça le fait et quand ça gagne ou même quand ça monte sur le podium, c'est du crédit par rapport à ce sport. Et la crédibilité de la marque Motul à travers les produits, c'est tout cet engagement sportif. Gagner au Touquet, c'est mettre le team dans les meilleures dispositions et ça, c'est le rôle du gentil organisateur. Alors moi, je suis là pour organiser la présence de Honda, du team officiel sur l'Enduropal, donc avec le team Moto Blues SR. Donc c'est l'organisation de tout en fait, de la logistique, de l'hôtel, mais j'ai aussi un rôle important qui est dans la gestion de course. Envisager le podium, impossible sans de top mécaniciens qui doivent en plus s'adapter aux règlements spécifiques de cette course. Notre rôle, c'est de faire rentrer le pilote au bon moment pour bien calculer la consommation d'essence. On a le droit à 3 mécaniciens qui ont le droit de toucher la moto en même temps, c'est le règlement. Donc on a 4 pilotes. Pour les pilotes, naturellement, ne pas prendre des débutants, mais la crème de la crème qui se trouve également chez les filles. Je suis championne de France en 2018 de motocross. J'ai fait plusieurs top 10 en championnat du monde et je gagne l'épreuve à Graillon chez les filles. Prétendre à la victoire pour un team, c'est d'abord avoir un gros carnet d'adresses et savoir convaincre l'agent des pilotes. Joss m'a appelé il y a à peu près 2 mois pour me demander si Mathilde pourrait être intéressée de faire le Touquet avec Honda SR. Je pense qu'on a fait un deal entre nous. Joss est un copain, je l'ai connu, il est un peu plus jeune que moi, mais je l'ai connu sur les épreuves du championnat de France et Supercross. Donc on s'est toujours bien entendu, puis comme je m'entends à peu près avec tout le monde, donc voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Enfin, cerise sur le gâteau, quand on peut inviter un ambassadeur de luxe 3e au dernier Dakar à participer à une des épreuves du week-end, bingo, c'est bon pour l'image du team et ça impressionne la concurrence. Ça me permet de poser mes roues sur cette plage du Touquet, ça me permet de prendre du plaisir avec une moto différente, dans une atmosphère qui est beaucoup plus relaxe, sans avoir cette pression de me dire je suis plus prêt pour gagner, mais j'ai quand même envie de rouler. Bon, là, je me mets sur ce vintage et puis on donne ce qu'on a et on verra ce que ça donne. Et je sais qu'en termes de pilotage, en termes de technique, j'ai les capacités de rouler devant. En tout cas, c'est pas le problème, c'est plus voilà, la préparation qui va avec. Le vintage, ça me permet de le faire sans prépa. L'Enduropal, pour le gagner, il faut se préparer. Très dur. Voilà. Voilà, un grand bravo au team Honda SR qui termine 2e, 3e et 4e. Derrière une Yamaha. Zut.
Voilà pour le team Honda SR engagé sur l'Enduropal du Touquet. Beaucoup de monde quand même sur un team comme celui-ci officiel. Oui, il y a 2 voire 3 pilotes. Donc chaque pilote a besoin d'une équipe pour lui. Oui. Parce que si au moment des ravitaillements, parce que c'est une chose dont on n'a pas parlé, mais il y a minimum 2 ravitaillements par pilote. Donc si les pilotes arrivent en même temps, s'il y a une seule équipe, ça posera problème. Donc il en faut 2. Enfin, il faut une équipe pilote. par pilote. Ouais. Donc vraiment, pour ravitailler, comme on a pu le voir dans les images, vraiment c'est... Merci Jean-Claude, merci pour ce témoignage. Merci d'être venu sur notre plateau pour parler de Berck, de l'épreuve de Berck que tu vas prendre en charge. Ce sera pour moi une première. Et puis du Touquet, le championnat de France des courses sur sable. Rappelle-nous l'ouverture à Berck. Ce sera le 11 et 12 octobre. 11 et 12 octobre. Ouais. On sera là avec Pascal, bien sûr, avec Blandine, avec toute l'équipe de Power Sport News. Nous, on va se diriger du côté du bitume avec une fille, Émilie Bondy, qui va nous parler de son expérience et de ses nouveaux défis. Avec nous sur le plateau de Power Sport News, Émilie Bondy. Salut Émilie. Bonjour David. Alors toi, tu fais le championnat du monde féminin. On parle de vitesse maintenant, Pascal, parce que Émilie Bondy est passée au niveau supérieur et tu dois découvrir combien? 7 circuits, Émilie? 6 circuits cette année. 6 circuits cette année. Le championnat est composé de 6 courses. Tout à fait. Ce sont les 6 courses du coup européennes du World Superbike sur lesquelles aura lieu le championnat du monde féminin qui donc fait son apparition en 2024 avec au début comme première manche Misano qui est donc la prochaine manche du Superbike mi-juin. D'accord, gros défi de découvrir les circuits. Toi Émilie, tu connais le championnat de France, tu as commencé la vitesse en France. Tu nous expliques par quel championnat tu es passé? Tout à fait, j'ai un parcours un peu particulier puisque ça fait qu'1 an que je fais de la compétition moto. Et j'ai commencé l'année dernière en championnat de France féminin, aussi appelé Women's Cup, ce qui m'a amené au bout d'1 an en fait, à être championne de France et donc aujourd'hui d'avoir l'opportunité de participer à ces championnats du monde et de représenter la France. En 1 an, tu passes au championnat du monde. C'est un parcours fulgurant. Pascal, tu en vois beaucoup, des profils comme celui d'Émilie? Des parcours fulgurants, oui, beaucoup, mais chez les femmes, comme ça, non. C'est la première fois que... Je regarde les images, comme nous disait Émilie, je trouve ça... Je vais avoir une question, t'as pas peur? Non, on a plus peur de casser la moto et de revenir au box et de devoir dire au mécano de tout réparer que de se faire mal, je trouve. Alors, il y a 1 an, un peu plus d'1 an, tu pilotais pas, tu faisais pas de championnat. Tu faisais quoi? La moto, tu connaissais quand même? Alors, j'ai passé mon permis moto à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. Et en fait, c'est Philippe Monneray qui m'a vu à l'école à Meudon, en train de passer mon permis, et qui m'a dit « Tu vas venir avec nous sur la piste à Montlhéry ». Et donc, comme je m'étais fait ami avec son fils et d'autres moniteurs, il m'a emmené avec lui. Donc, c'était l'histoire de 2 fois par an. Donc, sacré découvreur de talent, ce Philippe Monneray. On le connaît bien, Et d'accord, donc toi, tu as passé ton permis chez lui et forcément, il a vu tes capacités. Et... On dirait. Ouais. Et il t'a recruté, en quelque sorte. Enfin, il t'a incité. Il m'a incité à aller sur la piste et donc j'y suis allée 1 à 2 fois par an. Après, c'est vrai que j'ai vite pris goût, mais c'était un loisir. C'est un peu comme quand on va faire du karting avec ses copains ou avec les collègues. C'est 1 fois dans l'année ou 2, quoi. Voilà, c'était la même pratique. Alors, Émilie, tu vas arriver sur un championnat du monde. On n'est plus sur un championnat de France, donc on parle de World Championnat. Tu ne connais pas les circuits? Non. Aucun, à part Donington depuis hier. C'était un gros challenge. C'est un gros challenge, mais je pense que je suis bien encadrée et entourée puisque c'est Xavier Siméon, donc ancien pilote de MotoGP, champion du monde d'endurance, qui m'encadre au quotidien avec la structure Zelos. Je pense que c'est important. Et c'est quand même en grande partie eux qui m'ont poussé à faire ce championnat. Donc c'est challengeant parce qu'il va falloir apprendre chacun des circuits, là où peut-être pas mal de mes concurrentes les connaissent. Ça. Mais c'est aussi l'opportunité pour moi de me tirer vers le haut. Je trouve qu'il vaut mieux être parmi les moins bons du meilleur paquet mondial
que parmi les meilleurs d'un championnat un peu moins bon national. Tu es bien encadré, néanmoins, tu as des adversaires de taille. Tu peux nous dire qui sont tes adversaires? Alors la tête d'affiche vraiment de ce championnat, c'est Ana Carrasco, qui est donc la seule femme au monde qui a été championne du monde parmi les hommes en 300 cm3. En Super Sport 300, exactement. Première femme à être titrée, c'était il y a pas si longtemps, il y a quelques années. Ana Carrasco, championne du monde Super Sport 300. Il y en a d'autres, des adversaires de taille? Oui, il y en a d'autres. Je pense à Béatrice Neila, qui est donc 4 fois championne d'Europe féminine. Il y a aussi Sarah Sanchez, qui se bagarre beaucoup avec Béatrice. Et d'ailleurs, ces 2 filles ont roulé le week-end dernier avec Maria Herrera sur une course et ont roulé 1 à 2 secondes plus vite que Maria Herrera, qui est elle aussi en MotoGP catégorie Moto I. Donc c'est quand même des adversaires redoutables et il y en a encore 20 autres que je ne connais pas et qui sont sûrement très fortes aussi dans leur pays respectifs. Ouais, alors Maria Herrera, j'en parlais tout à l'heure avec Pascal, Maria Herrera, elle a pour fait d'armes d'avoir battu Fabio Quartararo dans le championnat. Elle était la coéquipière de Fabio Quartararo avant qu'il n'accède au Grand Prix Moto 3. Et elle l'a battu. Signe quand même du niveau élevé où évoluent tes adversaires. Émilie, toi, tes chronos, tu les évalues, tu sais à peu près où tu te situes dans le plateau? C'est très dur de le dire pour 2 raisons. Le championnat est nouveau, donc j'ai aucun chrono de référence. D'autant que la moto est aussi nouvelle, vu qu'on va toutes rouler sur des R7. Donc c'est une moto qui n'a jamais roulé en mondial. Et donc, c'est pas possible d'avoir des chronos de référence et, sur des circuits de mondial. Donc, j'ai Xavier, donc mon coach, qui essaye de monter sur la moto et de me faire des chronos de référence pour me permettre de m'auto-évaluer. Mais le verdict, en fait, va tomber à la première course. On ne sait jamais quand on s'entraîne pour une course, si on est trop entraîné, pas assez. On a toujours envie de faire plus, on a l'impression qu'on ne fait jamais assez. Vous êtes combien de filles à participer? On est 24 sur la grille de départ. Il y a une autre Française? Oui, on est 2 Françaises sélectionnées et 4 Espagnoles. Et en tout, il y a 18 différentes nationalités sur les 24 pilotes. Comment tu te débrouilles, toi, pour gérer ta communication et ton sponsoring? Je pense qu'en étant une fille dans le sport, et que ce soit encore plus dans le sport moto, qui est donc un sport très masculin, il faut profiter de ses avantages, là où on ne peut pas profiter de ses désavantages. Et effectivement, une fille, ça change, c'est nouveau. Les gens, c'est à la mode, donc les gens s'y attendent et ont envie de le voir. Donc c'est un avantage, notamment à travers les sponsors, puisque les marques ont envie d'avoir une représentante féminine pour faire avancer les choses, parce qu'elles jouent aussi leur rôle. Ouais. Et donc évidemment que quand on va voir une marque et qu'on présente un dossier féminin parmi 10 dossiers, il y a un dossier féminin et 9 autres hommes, les 9 vont être en concurrence entre eux, et puis la fille va forcément sortir un peu plus du lot. J'ai développé sur mes réseaux pour communiquer sur le sujet une petite communauté et j'ai des petites filles, notamment j'en pense à une qui vient me voir à chacune de mes courses, et même si elle peut venir sur mes entraînements, elle vient depuis qu'elle m'a vue la première fois, et depuis elle fait des cours de motocross. Et elle veut commencer à la vitesse, elle est habillée tous les jours avec mon T'es fière de ça, t'es fière, ouais. Je suis trop fière parce que ça veut dire que ça en inspire quelques-unes. Et là où moi je suis allée chercher en me disant c'est pas parce que j'ai pas ma place, parce que je suis une fille, que je peux pas y aller, et ça va montrer à d'autres petites filles qu'aujourd'hui, les princesses à moto, c'est possible. Et la chute, les blessures, c'était déjà arrivé, tu les redoutes? On les redoute toujours, pas parce qu'on a peur de se faire mal, parce qu'on a peur de s'arrêter, de faire ce qu'on aime. Et oui, je me suis cassé la clavicule l'année dernière avec un beau traumatisme d'une demi-heure. Depuis, je me suis mieux protégée. J'ai vêtu un airbag et des combinaisons de grande qualité qui me permettent aujourd'hui, quand je tombe, de glisser et d'avoir beaucoup moins de risques de me faire mal. Parce que j'en ai pris quelques-unes entre-temps, parce que ça arrive, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, ça fait pas longtemps que tu es sur la piste, oui. Mais forcément, tu en as pris. Il faut toujours aller chercher la limite, parce que sinon, on n'avance pas. Bel esprit, ouais. Et mon grand-père me dit toujours, la moto, ça s'apprend par terre. Ah ouais, c'est pour ça alors aussi. D'accord, on saisit mieux l'environnement familial. D'accord. Tes parents font de la moto, mais rien à voir avec la piste ou la compétition, puisque un peu comme peut-être nos chers auditeurs, ils vont au travail en moto au quotidien. Émilie, on va suivre ce que tu fais. On va suivre de très près même tes résultats. C'est quand la prochaine course? C'est où? C'est quand?
La prochaine course, c'est à Misano. C'est la prochaine course du Superbike, mi-juin. Et elle sera visible, À la télé? bien sûr, Ouais. sur Eurosport Ouais. et sur les différents autres médias. D'accord, on va suivre ça de près. Pascal, toi, tu es allé au Motoball à la suite de la première émission qu'on a faite. Oui. Tu vas aller voir Emilia Misano? Oui. Ouais, allez, c'est décidé. Tu as un spectateur de plus que nous, qui va te supporter avec la banderole dans les tribunes. Oui, parce que nous, on est partenaires. C'est le Motul World Superbike. Donc, depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, on se fera Raison de plaisir plus, d'aller Pascal, voir raison Émilie. de plus. Avec grand plaisir. Merci d'être venu nous présenter ta saison, Émilie. Et puis, on va suivre et on va te réinviter de toute façon. Et bah, c'est avec grand plaisir. Et puis, à la prochaine alors. Merci Émilie. Nous, on retrouve Blandine pour la suite de ses aventures aux 24 heures du Mans. En compétition, on peut rencontrer plein de métiers. C'est le cas ici avec Fabien, qui est kiné pour le CERT, qui va nous en dire un peu plus. Bonjour Fabien, comment vas-tu? Bonjour, ça va, merci. Avant la course, tout va bien. En pleine action, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu fais pour le CERT. Alors moi je m'occupe en fait principalement des pilotes, mais quand les pilotes sont absents ou sur d'autres activités, je m'occupe du team. Donc là je suis avec Xavier qui fait partie intégrante de l'équipe. Et lorsqu'il y a des douleurs et des souffrances, c'est mon rôle. Je suis là pour ça. Et donc en dehors, pendant la course, donc tu vas t'occuper principalement des pilotes. En quoi consistent les soins que tu leur apportes? En fait, en descendant de la moto, chaque pilote vient avec moi pendant environ 45 minutes. Et on s'occupe de choses diverses et variées en fonction des différents pilotes, en fonction de leur style de pilotage, de leur physique. Ils ont des maux assez semblables les uns les autres. C'est souvent des problèmes au niveau du dos, des cervicales principalement, et aussi des adducteurs avec pas mal de contraintes à ce niveau-là. Ouais. Comment on en arrive à devenir kiné pour une équipe en compétition? Il faut tout que je dise. Non, c'est du bouche à oreille, c'est des contacts. Je connaissais quelques pilotes et on s'est entretenu sur des rendez-vous, on s'est croisé sur des choses avec des gens divers et variés. Et donc j'ai été contacté par Damien Saulnier du CERT pour intégrer l'équipe et faire un essai au départ au Castellet il y a 6 ans. Dans chaque émission Power Sport News, nous faisons un portrait cette fois. C'est Mathieu Rezé. Salut Mathieu. Bonjour David. Bonjour Pascal. Salut Mathieu. Donc Mathieu, toi tu travailles avec Pascal chez Motul et tu connais bien le milieu de la moto, disons. Oui, je connais bien le milieu de la moto. Je suis moi-même motard déjà. Ouais. Donc ça aide pour connaître le milieu de la moto. Et puis grâce à Motul, on est sur toutes les courses de moto, entre autres. Tu les suis? Tu suis Pascal ou tu vas de ton côté? Alors j'essaye de suivre Pascal. Ouais. En général, on s'y rend ensemble, pas sur toutes les courses, parce qu'il en fait beaucoup plus que moi, mais on s'y rend ensemble et après chacun va qu'à ses occupations. Alors Mathieu, toi, tu t'occupes de quel secteur chez Motul? Alors moi, je suis responsable technique pour la France chez Motul, donc tout ce qui est lié à la technique et aux produits en général. Ouais, responsable technique, ça consiste en quoi? C'est du conseil? Tu anticipes? Alors c'est du conseil pour notre force de vente, du conseil pour nos clients et après le développement des nouveaux produits en fait en relation avec l'équipe produit corporate et la R&D. Ouais. Tu as une formation technique, j'imagine. J'ai une formation technique exactement, j'ai tout un cursus technique que j'ai fait au Garac. Chimique peut-être, non? Non du tout, Ah pas ouais. chimique. Et après je me suis spécialisé en mécanique de compétition. Mais, Sur quoi tu travailles en ce moment, Mathieu? Alors en ce moment, on a sorti tout récemment des nouveaux produits, donc toute une gamme qui s'appelle Engen. Donc c'est des produits avec de l'huile de base régénérée. Alors l'huile de base régénérée, je crois comprendre que c'est du reconditionnement de l'usager. Alors c'est pas du reconditionnement, c'est de la régénération, comme son nom l'indique. D'accord. Donc en fait, oui, c'est des huiles usagées qu'on collecte en fait dans les différents garages. Et grâce à ces huiles usagées et un vaste procédé chimique, donc une distillation, etc., on va venir faire de l'huile de base régénérée. Il se fait aujourd'hui dans le monde entier un peu plus de 50 millions de tonnes d'huile de vidange. 50 millions de tonnes de fois 1000 litres, qui sont, je dirais, aujourd'hui, pour une bonne partie d'entre elles, répandues dans une nature. Donc à un moment, il faut collecter tout ça. On ne peut pas, je dirais, prendre que l'exemple de dire qu'on va tous rouler avec des voitures électriques et on va réduire le réchauffement climatique. C'est une multitude de choses qui vont faire qu'à un moment, le monde va changer. Donc vous
reconditionnez, non, vous régénérez, pardon, Mathieu, hein, pour être C'est ça, précis, c'est bien ça. des huiles usagées. Exactement. Et vous en faites quoi? Alors en fait, ces huiles usagées, on en fait de l'huile de base. Parce qu'il faut savoir qu'une huile, c'est composé d'huile de base et ensuite des additifs pour composer toute la formulation. Et pour revenir à ce qu'en disait Pascal, c'est qu'avec 1000 litres de pétrole brut, on va faire 90 litres de lubrifiant moteur. Et avec 1000 litres d'huile usagée, on va faire jusqu'à 700 litres de lubrifiant moteur. Parce que ce sont déjà des huiles qui ont déjà été utilisées, exactement. Qui ont déjà suivi un certain processus. Exactement. Et l'avantage, c'est qu'on peut régénérer à l'infini. Alors Mathieu, tu nous as amené des échantillons. Tu peux nous montrer à quoi ressemble une huile régénérée? Alors là, on a une huile de vidange conventionnelle. Donc là, quand vous vidangez votre moto. Et là, on a une huile de base régénérée. Donc on voit déjà la différence de couleur. Donc ce qu'on arrive à faire en partant de là. Après le procédé après chimique. Le procédé chimique, donc une distillation, c'est filtré, etc. Donc ça, de là, on arrive ici, une huile de base régénérée. Vos produits Engen, vous les avez déjà, hein, ils sont oui, sur le on marché. les a déjà, bien sûr, ils sont sur le marché. Donc là, on a Engen 7 et là, on va avoir Engen 5. Ouais, donc 10 doulés 40, 10 doulés 50, oui, c'est selon les après, modèles. On a plusieurs viscosités. Il faut savoir que nos bidons, par exemple, 50% de cet emballage est issu des bases de plastique récupérées dans les poubelles jaunes. On contribue à la lutte contre ce réchauffement climatique. On a une part entière de responsabilité aussi liée donc, à nos fabrications de produits. Et effectivement, c'est une vraie démarche. Merci Pascal. Nous, on va retourner aux 24 heures du Mans et on va retrouver Blandine dans le village. Merci Mathieu. Merci David. Merci. Allez Blandine. Allez, c'est l'heure de la pause et on se retrouve avec Randy qui nous a accueillis chez lui. Merci de nous recevoir. Je te dérange pas longtemps. 15 ans de Grand Prix en MotoGP. Consultant chez Canal+. T'as plus rien à prouver à personne, mais tu es toujours en endurance. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'adore la compétition, j'adore la moto et l'endurance à mon âge, après tout ce que j'ai fait, c'est vraiment la dernière chose où je peux encore me faire plaisir. Il y a quand même un gros niveau et je cours toujours après une victoire aux 24 heures, que ce soit au Bol d'Or, au Mans. J'ai fait de nombreux podiums et pas de victoire. Donc voilà pourquoi je suis toujours présent. Randy, donc l'émission Power Sport News, c'est aussi les coulisses de la course et notamment la préparation des pilotes. Toi, comment tu te prépares ? Explique-nous. Il y a la préparation d'avant-course et de la semaine de course. Donc celle de course, on fait pas trop d'entraînement physique, c'est plutôt de la récupération. On essaye de bien dormir. Je vais aussi faire une cryothérapie. C'est on passe 3 minutes dans une pièce très froide. Ça permet de bien récupérer, de booster un petit peu le corps. Et puis les massages entre les séances d'essai et surtout entre les relais. Bien se nourrir, bien s'hydrater et être le plus performant possible lorsqu'on monte sur la moto. Mais c'est vrai que vers 4-5 heures du matin, ça commence à être un peu compliqué et surtout qu'ils annoncent une météo plutôt froide. Donc ça va être des 24 heures assez dures. Bon merci beaucoup pour ces informations. On arrive dans la dernière ligne droite de ce Power Sport News numéro 2. Thierry, je voulais parler avec toi de compétition régionale puisque tu es un compétiteur local depuis longtemps. Ouais, du Grand-Duché de Bourgogne. Le Grand-Duché de Bourgogne depuis... On était le millénaire d'avant, hein, et presque, pas le début, non j'exagère, mais... Non, mais oui, les courses régionales, parce que, en fait, ça permet d'être avec les copains, de faire de la moto à son niveau, et puis de voir aussi un petit peu ce qui se passe vraiment sur la base, quoi. Et il n'y a pas seulement du tout-terrain, parce que toi, tu as fait du motocross, mais... Il commence à y avoir de la vitesse. Non, mais ça c'est quelque chose de super parce que la pyramide en motocross, enfin en tout terrain, on sait comment elle fonctionne, c'est-à-dire un terreau, un socle très large, justement par ces compétitions régionales. Et c'était une carence qu'il y avait en vitesse. En fait, depuis toujours, quand on voulait commencer la vitesse, c'était ou des coupes de marque, ou quand on était jeune, un championnat national directement, promo sport, voire même ce qui était le 125 ou le Moto 3. Ou le pré-Moto 3, mais voilà, la marche était haute. Donc pour les jeunes pilotes, en fait, débarquer après à l'échelon avec des wildcards en Grand Prix, c'était toujours très très compliqué. Et la fédération, depuis 2 ou 3 ans, là, c'est vrai, sous l'impulsion du président, de Sébastien Poirier, a décidé vraiment de mettre en avant la jeunesse et puis de créer la même pyramide. Encore une fois, en motocross, on a des champions du monde quasiment tous les ans, ou pas loin. Vous soutenez ça, Pascal, ces initiatives de l'OGP et toute la pyramide dont parle Thierry. On est partenaire d'OGP.
Ouais. Donc cette pyramide Objectif Grand Prix. Objectif Grand Prix. Ce qui est déjà le haut de la pyramide, on va dire hexagonale en fait. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'homologation des circuits de karting, ça permet de rouler avec les petites motos, même des YCF ou des Metrakit, des motos comme ça, et vraiment de découvrir, comme avant on pouvait faire du motocross étant jeune, et puis plus tard de la vitesse. Maintenant, on peut commencer par la vitesse. Prendre beaucoup de plaisir, une vingtaine de week-ends par an sur les compétitions régionales, c'est bien. Et puis, il ne faut pas oublier que le Grand-Duché de Bourgogne dominait le monde. Donc, moi, je mets un point d'honneur. Et tant que les champions du monde ne sont pas venus prouver qu'ils pouvaient nous battre à domicile, on reste là. C'est toujours l'inconvénient des courses locales. Rassure-moi, tu roules en vétéran maintenant? Oui, dans les moins jeunes, s'il te plaît. Moi, j'appelle ça les moins jeunes. Très bien. Alors, qu'est-ce qui nous attend au mois de mai? Au mois de mai, il y a déjà le Grand Prix de France, le grand rendez-vous du Grand Prix de France qui bat des records chaque année. Plus grande affluence des Grands Prix de tous les Grands Prix. Allez, on vous fait découvrir les coulisses de la conférence de presse du Grand Prix de France. Bonjour à tous, merci d'être là pour vivre bien sûr cette conférence de presse du Michelin Grand Prix de France et dans l'écrin ici à Canal+. On est avec Claude Michy, l'organisateur du Grand Prix de France. Claude, le fait que le Grand Prix de France soit le plus grand, fasse la plus grande affluence de tous les Grands Prix, est-ce que c'est une fierté renouvelée chaque année pour toi? Moi, la fierté, c'est pas l'affluence, c'est que le public soit satisfait des instants qui vont passer au Mans. Et les acteurs, c'est les pilotes, c'est eux qui font la course, qui font l'émotion. Et nous, on essaye de mettre autour tout ce qu'il faut pour qu'ils passent un excellent séjour. La fierté, c'est pas le nombre, c'est la qualité de ce qu'on essaye d'apporter. Alors, on a toujours des petits défauts, faut pas se faire d'illusions, mais on essaye de donner le meilleur. La conférence de presse du Grand Prix de France, c'est avant tout une conférence de presse avec des journalistes. On est en présence de Pierre Orluc, directeur de la rédaction de Moto Magazine, mais également de GP Mag. Pierre, cette conférence, elle est importante. Oui, c'est important puisque le Grand Prix de France, on sait l'importance du Grand Prix de France qui est un des Grands Prix les plus suivis de l'année, si ce n'est l'un des meilleurs au niveau audience, tout Grand Prix confondu dans le monde entier. Donc c'est absolument important, impératif d'être ici. Et puis le rendez-vous est attendu puisque vous le savez, on a 2 pilotes qu'on attend très fortement au premier plan. Mais j'arrive à me rendre compte de l'événement et du coup profiter davantage. Et comme je disais, cette année j'ai envie en plus. Comme il y a presque un peu moins de pression au niveau résultat pour l'instant, parce que la moto est en plein développement, et le Grand Prix de France, ça peut permettre de profiter davantage du public, se rendre compte du monde qu'il y a. Avec le président de la Fédération française de motocyclisme, Sébastien Poirier. Et Sébastien, dans quelle mesure, vous à la Fédération de moto, vous êtes fier et dans quelle mesure ça vous profite le succès d'un Grand Prix de France qui est international? Écoutez, 280 000 spectateurs sur un week-end de compétition. Il y a très peu d'événements en France capables d'accueillir autant de spectateurs avec une billetterie payante. Très clairement, je pense qu'on est sur une billetterie payante. À ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est évidemment une fierté que de savoir qu'un événement comme celui-ci rassemble autant de monde. Et surtout, ce qui est important pour nous, c'est que ça permet d'offrir un spectacle positif de la moto. Être capable d'accueillir un événement comme celui-ci en toute sécurité. Enfin, je veux dire, on n'entend pas parler du Grand Prix de France en termes d'enjeux sécuritaires, en termes d'enjeux de problématiques. Globalement, on a cette capacité, cette compétence organisationnelle et de façon totalement sereine. Il y aura du spectacle en piste, il y aura du spectacle hors piste. Toutes les équipes ont réuni tout ce qu'il fallait pour faire passer un moment inoubliable aux passionnés de 2 roues. Le Grand Prix de France, évidemment, mais il y a d'autres compétitions. Il n'y a pas que le Grand Prix de France au mois de mai. Thierry, il y a quoi, par exemple ? En tout terrain, il y a le trèfle lozérien, par exemple. Ça va être, c'est la reine, c'est la grande classique des courses d'enduro françaises. Et au trèfle lozérien, on y invite cette année les vainqueurs des 24 heures du Mans. Ah ouais ? Donc le CERT sera présent au trèfle lozérien. Mais ils roulent ? Ils vont rouler avec des Suzuki V-Strom. Bon, toi, tu connais bien Soucy, tu connais bien Brinon, c'est la Bourgogne. Donc, Brinon, avec l'organisation du championnat de France Supercross tous les ans, début septembre, un succès. Voilà. Brinon, alors c'est la ville personne ne connaît, planté au milieu des betteraves, et il y a 10-12 000 spectateurs tous les ans, c'est incroyable. Ouais. Allez, on termine sur cette belle note et puis on va terminer surtout en musique avec un groupe de rap formé par des mécaniciens
de Harley Davidson, Limoges, il en faut pour tous les goûts. Et la musique, on aime ça sous toutes ses formes à Power Sport News. Rendez-vous dans un mois. Salut à tous. Payé à 30 jours, on l'attend chaque mois. On a tendance à penser qu'on est blindé quand on l'appelle. Certains films dépenser leur blé dans un nouvel combat. Dans des bruits et je crois pas mes nouvelles séries en cas. D'autres hacks qui se maquent avec la peur avant qu'elle écroque. Rap pour les figurines cheap en déstock. Et ceux qui jouent d'une ligue, du bif pour et du péteux. Les soirées au poteau, j'ai jeté dans ma pute. L'alcool a maté ma CD, mes économies dispersées en milliers et milliers de petites paillettes de rêve, tu sais frère. Celles qu'on retrouve au fond des verres, des mains, des mélanges à merde. J'ai vodka et bière.